Des coalitions de droite et d'extrême droite à la tête de l'Italie et plus étonnamment de la Suède. L'extrême droite au pouvoir en Hongrie, au Brésil. Des scores qui montent très fort aussi en France. Alors que se passe-t-il? Comment expliquer ce phénomène? On en parle avec vous, Hugo Paletta. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et vous publiez chez Textuel La Nouvelle Internationale Fasciste. D'abord, expliquez-nous de quoi vous parlez précisément quand vous parlez de Nouvelle Internationale Fasciste. L'idée, c'est un peu de rompre avec cette idée que les partis d'extrême droite seraient juste juxtaposés les uns aux autres dans des contextes nationaux plus ou moins étanches. Mais la Nouvelle Internationale Fasciste, c'est pas un parti mondial de l'extrême droite. Il n'y a pas une direction centrale, même il n'y a pas de programme commun à proprement parler. C'est quand même un peu plus qu'une nébuleuse. C'est un ensemble d'organisations, de cénacles intellectuels, de think tanks, d'idéologues qui sont parfois plus ou moins isolés. On voit Marine Le Pen aller voir par exemple Viktor Orban en Hongrie, ce genre de choses. Bien sûr, et Viktor Orban a été reçu par Trump, il a reçu Bolsonaro. Bon, voilà, il y a des relations. Il y a tout un travail transnational qui est fait par notamment des intellectuels ou en tout cas des idéologues. Il y a évidemment des coopérations au plan européen, par exemple, avec deux groupes au Parlement européen qui représentent les extrêmes droites, qui est divisée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas... Bon, voilà. Mais il y a une internationale, en quelque sorte, en voie de constitution, qui n'est pas une organisation en tant que telle. Mais... Alors, qu'est-ce qui les rassemble en termes d'idées ? En termes d'idées, bon, il y a une sensibilité commune, mais il y a déjà l'ethno-nationalisme qui est au cœur de leur représentation du monde, qui est l'axe central autour duquel ces extrêmes droites se construisent, et ce qui fait le lien d'ailleurs avec les extrêmes droites du passé, et notamment de l'entre-deux-guerres, en particulier les extrêmes droites fascistes. Il y a également la haine de l'égalité, ce que j'appellerais la haine de l'égalité au sens de toutes les formes d'égalité, l'égalité sociale. Vous parlez d'ordre social justement où chacun reste à sa place. Bien sûr, la représentation de l'extrême droite, la vision d'extrême droite du monde, c'est une vision très hiérarchique, où il y a des hiérarchies naturelles, où chacun doit rester à sa place. Il y a des hiérarchies de classe, des hiérarchies de genre. Il y a une haine également de l'égalité vis-à-vis des mouvements féministes, LGBT, etc. On le voit en particulier au Brésil, par exemple. C'est très fort, mais toutes les extrêmes droites, ou une grande partie en tout cas des extrêmes droites, développent ce type de tonalité. Et puis, il y a ce que ces extrêmes droites partagent, c'est également une espèce de prétention assez double et contradictoire, à la fois à défier le système, donc une prétention anti-système, et en même temps à rétablir l'ordre, la loi et l'ordre, donc un mélange assez explosif de subversion en quelque sorte, ce qui donne son aspect de révolte en quelque sorte, et un aspect néo-réactionnaire, profondément réactionnaire et ultra-autoritaire. Et on rejoint, si vous voulez, le fascisme classique qui avait pu être décrit par des historiens comme une révolte réactionnaire, ce qui peut paraître contradictoire. Est-ce qu'on peut imaginer justement aujourd'hui que des groupes paramilitaires, vous en parlez dans votre livre, du type chemise noire dans l'Italie fasciste, puissent se constituer ou puissent être constitués par ces groupes d'extrême droite? Alors, je pense que c'est déjà en partie le cas. Ce qui s'est constitué, y compris dans la nébuleuse trumpiste, et qu'on a vu à l'œuvre pendant l'attaque du Capitole, qui aurait semblé complètement ahurissant quelques années auparavant, c'est un peu ça. Le nationalisme hindou, l'extrême droite indienne autour du BJP, qui est d'ailleurs simplement la vitrine politique d'une organisation plus vaste, qui est le RSS, dispose de milices armées. On a vu également au cœur de l'Europe se développer un parti néo-nazi qui a fait jusqu'à presque 10% aux élections, qui était Aube dorée et qui disposait de troupes. Le Jobbik aussi en Hongrie. Le Jobbik en Hongrie. Donc je ne crois pas que cette affaire qu'il faut s'imaginer que c'est quelque chose qui appartient au passé. On pourrait très bien effectivement voir renaître sous d'autres formes, peut-être pas forcément avec des chemises noires, brunes, vertes, etc. Mais voir renaître des appareils paramilitaires. Qu'est-ce qui séduit tant dans le discours d'extrême droite ? Ce qui séduit, c'est que dans un contexte de peur, dans un contexte de montée des concurrences, sur le plan notamment du travail, sur le plan résidentiel, sur le plan urbain, etc., ce qui plaît, c'est que les extrêmes droites proposent en quelque sorte des ennemis, des cibles faciles, dans un contexte où on ne voit pas beaucoup d'alternatives, où notamment depuis plusieurs décennies, les élites néolibérales
en tout cas qui mènent des politiques néolibérales, ont en quelque sorte anéanti tout espoir d'autre chose, de bifurcation vers une autre société, peut-être plus égalitaire, plus respectueuse des équilibres environnementaux, etc. On se souvient de Margaret Thatcher disant dans les années 80, il n'y a pas d'alternative. Bon, dans ce monde sans alternative, eh bien, en quelque sorte, ce que propose l'extrême droite peut être attrayant parce que, en quelque sorte, c'est plus facile de taper sur son voisin de palier que d'imaginer changer le monde, quoi. Le bouc émissaire, c'est l'étranger, avec cette théorie farfelue et démontée par les scientifiques qui est le grand remplacement, qu'on retrouve un peu partout dans ces discours et qui tue, comme vous le rappelez. Oui, c'est une théorie qui tue. Par ailleurs, c'est un bon exemple pour montrer comment il y a une mondialisation des mots, des images, des symboles, mais aussi des théories conspirationnistes qui proviennent de l'extrême droite et qui font le tour du monde. On avait vu des manifestations aux États-Unis pendant Trump, à Charlottesville, où on avait des milliers de manifestants d'extrême droite qui disaient les Juifs ne nous remplaceront pas, en faisant référence explicite à Renaud Camus et à sa théorie, effectivement, ou sa pseudo-théorie fumeuse. Alors, dernière question, comment lutter ? Vous parlez d'une internationale des opprimés. De quoi s'agit-il précisément ? C'est simplement pour insister qu'il y a déjà, que la réponse effectivement inclut l'internationalisme et que cet internationalisme, cette vision internationale des choses et de solidarité et de coopération internationale, elle existe déjà en quelque sorte par en bas à travers des luttes féministes, antiracistes, écologistes, anti-néolibérales ou égalitaires en tout cas, qui se développent au plan mondial. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment les grandes vagues féministes ou les grandes vagues antiracistes pendant l'été 2020 contre les formes de brutalité policière vis-à-vis des minorités. Voilà, et que c'est à partir de ça, sans doute, on pourra bâtir un sens commun, disons, hostile en quelque sorte à ces replis ethno-nationalistes et à tout ce que ça sécrète de menaces, de retour en quelque sorte aux pires barbaries du XXe siècle. Merci Hugo Paletta. La nouvelle internationale fasciste s'est donc publiée chez Textuel. Merci d'avoir été avec nous.